Et qu'on démarre par un petit tour de table avec, allez, les hommes d'abord, Marc ou Ok, Nicolas, ou vas-y, Marc, comme tu es arrivé avant. voilà. Bon, bah, moi, c'est Marc Farbeau. Je suis dans la coopérative Artefact qui est en région centre en tant qu'entrepreneur salarié. Et donc, je travaille au sein du collectif Résidence, dont le nom est Hmm. voilà, dans mon nom, qui en fait accompagne les collectivités sur la transition écologique et sociale. Et moi, plus particulièrement, je travaille sur les coopérations entre les groupes. Voilà. Génial. Nicolas, vas-y. Nicolas, entre autres cofondateur du collectif créatif des territoires avec Annabelle Elena. Et depuis 10, 12, 13, 14 ans maintenant, impliqué sur la participation au sens large sur les territoires et l'émergence de projets collectifs et de coopération sur différentes thématiques. Donc je suis un peu facilitateur de projets participatifs et j'ai aussi une petite singularité, je forme les habitants à l'initiative locale, au montage de projets pour leur quartier. Voilà, sur le volet du pouvoir d'agir. Je passe la balle à Annabelle avant que Ida et Meryl se présentent. Et Dac. Et bien, du coup, j'ai cofondé le collectif avec Nicolas. Et donc, moi, je suis à Tours, comme, comme Meryl et Ida et Marc, de ce que je déduis. Et du coup, je suis designer de formation et architecte. Et du coup, j'ai changé de métier pour faire de l'intelligence collective, puisque dans les projets que je faisais en tant qu'architecte, l'usager était vraiment pas là. Et donc, moi, j'avais envie de voir l'usager. Et donc, du coup, voilà l'émergence et l'arrivée des démarches participatives dans ma vie professionnelle. Et donc voilà, et donc en arrivant à Tours, j'ai pu rencontrer d'abord Ida et ensuite Meryl. Donc, je vous laisse vous présenter dans l'ordre que vous voulez. Alors, moi, donc, je m'appelle Ida Tesla, je suis autrice et metteur en scène. Je suis artiste associée d'une compagnie qui s'appelle Pipo. Pipo, c'est hip hop à l'envers, puisque le premier constat sur lequel s'est créée l'association, c'est que moi, j'étais dans une grande école d'art international et mes collègues artistes disaient que je faisais du pipo parce que je m'intéressais au quartier populaire à travers la danse hip-hop. Que Roubaix est un grand... Moi, j'ai habité Roubaix en tant qu'ado et jeune adulte. Et c'était un vivier extraordinaire de talents en danse hip-hop. Donc, c'est un peu de ça dont c'est saisi Pipo. Donc, c'était déjà l'articulation de la question esthétique et de la question politique. Mais on était bien loin de l'aménagement du territoire. Et en fait, on est arrivé à Tours pour de multiples raisons en 2005 et en résidence dans un théâtre. Mais on a une jeune femme en stage qui nous a emmenés dans un quartier HLM qui s'appelle les Rives du Cher et dans lequel on a rencontré Mireille Sétier, qui est paysagiste. Et donc, c'est du mélange de ce travail, puisque comme vous savez, le hip-hop s'est développé dans l'espace public. Donc, on avait déjà une forte appétence pour l'espace public en tant justement que moteur politique. C'est comme ça, autour de ces questions, qu'on s'est retrouvé avec Meryl, qui nous a amené la question du paysage et bien d'autres, et qui fait qu'aujourd'hui, en effet, ben, on est reconnu nationalement sur les questions de pouvoir d'agir dans les quartiers populaires notamment, et également de droits culturels. Et donc moi, je m'appelle Meryl Septier et je suis paysagiste conceptrice. Oui, moi j'ai commencé mon parcours professionnel en travaillant dans des agences de bureaux d'études de paysagistes un peu classiques, hein, peut-être un peu comme toi, Annabelle. En tout cas, à un moment donné, j'ai bifurqué de ce parcours-là en me rendant compte qu'en effet, et puis aussi parce que j'avais travaillé lors de mon diplôme sur la question de la participation dans l'aménagement urbain dans un quartier populaire de Tours, donc aux Rives du Cher. C'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Ida et Pipo. Et donc, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas beaucoup de place pour les questions enfin, pour les usagers, pour les habitants dans l'aménagement, pour leurs paroles, l'accès à la décision. Et donc, j'ai orienté mon travail là-dessus depuis 2014. Je fais aussi partie comme marque de la coopérative Artefact, du coup, pour mon activité de paysagiste qui s'appelle SEM Paysage. Mais je travaille comme intervenante avec Pipo depuis de nombreuses années, et notamment sur ces questions d'expertise d'usage des habitants dans l'aménagement et la rénovation urbaine. Voilà. Alors, je prends 3 minutes pour présenter le collectif et puis après, on en vient
au droit d'interpellation que vous allez aborder avec trois questions. Donc, le collectif créatif des territoires, on a un groupement un peu partout dans toute la France de consultants, de designers, d'élus, d'agents des collectivités ou de collaborateurs d'entreprises. Et en fait, notre envie et notre activité, c'est vraiment d'impulser avec toutes les parties prenantes du territoire le changement pour que le cadre de vie soit le mieux possible et corresponde le mieux aux besoins et aux usages des, des personnes qui l'habitent et bien évidemment dans l'intérêt collectif et l'intérêt général et pas pour les souhaits de l'un des habitants ou de l'un des représentants des habitants. Et donc, on participe à la fabrication des communs pour accélérer les transitions, que ce soit une transition démographique, numérique, sociétale, environnementale, etc., pour pouvoir faire prendre conscience au territoire et surtout à leurs habitants de leur pouvoir d'agir, que ce soit sur des sujets de solidarité, sur des sujets d'aménagement urbain, sur des sujets de services publics, pour pouvoir faire mieux ensemble. Et donc, du coup, ça, c'est le volet projet. Et aujourd'hui, on est réunis dans le cadre de la communauté apprenante qu'anime le collectif. Donc, c'est cette série de webinaires, par exemple, sur les collectifs de proximité. C'est des apéros et des séminaires physiques sur des sujets comme l'habitant partenaire qu'on porte depuis 2 ou 3 ans. Et donc, voilà, on a vraiment ces deux volets dans notre activité et on travaille avec plein de gens chouettes, aussi bien des collectivités que l'État, que des entreprises, voilà, des associations. Et donc aujourd'hui, on accueille Ida et Meryl sur le sujet du droit d'interprétation, n'importe quoi, d'interpellation. Et donc du coup, l'idée, c'est de structurer un peu notre entretien des 30-40 prochaines minutes en 3 questions et du coup, que vous puissiez nous parler du projet que vous menez dans le quartier prioritaire du Sanitas à Tours et que vous nous expliquiez comment s'est formée cette dynamique de collectif de proximité et dans un contexte où il n'y avait pas de concertation demandée, mais plutôt à partir du droit d'interpellation. Je vous passe la parole. Oui, alors en tout cas, comment dire, c'est plutôt une méthode de travail qui s'est progressivement mise en place, qu'on a petit à petit travaillé à partir de 2015, où on est arrivé dans le quartier du Sanitas ensemble avec Pipo et où on s'est d'abord intéressé à la question de l'état des lieux du paysage quotidien. C'était plutôt à la base par rapport à un projet artistique en fait qu'on avait commencé à faire déjà dans le quartier des Rives du Cher, mettre en place des méthodes de récolte des paroles des usagers dans les espaces publics. Donc c'était des moyens très simples d'installer des tables dans des espaces publics, une exposition qui s'alimente progressivement des verbatims, des gens qui passent, des ateliers autour de prise de photos, de changer de point de vue sur le quartier. On a mis ça en œuvre en gros en 2015, on a récolté une très grosse matière. Et puis 2016, 2017, 2018, on a continué à travailler et à récolter cette matière à différents endroits du quartier. On a choisi des points stratégiques qui étaient des espaces publics fréquentés. On a fait des rencontres autour de nous. Ce sont un peu agrégé des gens, des bénévoles, et aussi on a rencontré bien sûr les partenaires du quartier, les associations, le centre social, la régie de quartier, différents acteurs locaux. Jusqu'à là, 2018, les photos qu'on voit, c'est au marché Saint-Paul du Sanitas dans lequel on avait installé un stand. On a passé un mois sur le marché à récolter les avis des personnes qui venaient au marché. Et petit à petit, on s'est orienté vers les questions de rénovation urbaine parce que dès 2014, c'est le nouveau projet de rénovation urbaine qui est arrivé au Sanitas comme partout en France. Et là, c'est vrai que les gens, petit à petit, qu'on rencontrait dès 2015, nous posaient des questions sur où nous faisaient des récits de leur vision du quartier, de retour d'usage, mais aussi de leurs besoins en équipement, de leurs besoins en nouvelles choses qui n'existent pas. Donc petit à petit, on s'est orienté en fait vers récolter ces expertises d'usage,
identifier au travers de ces nombreux verbatim des choses communes aussi. Qu'est-ce que des personnes qu'est-ce qui nous a été dit plein de fois, en gros, quel équipement allait petit à petit se dégager de ces récoltes. Donc là, au marché en 2018, on a travaillé plus spécifiquement sur ce secteur de Saint-Paul dont une barre d'immeuble a été prévue à la démolition. Ça a été réalisé, cette démolition. Et donc, voilà, ça s'est un peu formé comme ça, très large au départ. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ce sujet de l'aménagement dans le quartier préoccupait bien sûr beaucoup de monde et que les gens avaient surtout aussi des idées bien claires de ce qui manquait et de la manière dont il faudrait réaliser les choses aussi. Et même avaient un avis technique sur les différents équipements manquants et à quel endroit il faudrait les réaliser, de quelle manière et avec quel cahier des charges. Donc, on s'est intéressé à cette expertise et à essayer de la rendre visible. Donc là, on voit par exemple les différentes expositions qu'on a construites à partir d'à la fois de photos prises sur les lieux et des textes, parce qu'à chaque fois que les gens nous disaient des choses, on retraçait très précisément leur récit. Je dirais au mot près, en tout cas, on essaye de toujours avoir la fidélité à la manière dont les gens racontent pour partir d'une matière brute et ensuite de la lire dans son ensemble, de la rendre visible et puis d'en faire des synthèses qui petit à petit ont donné cette expertise d'usage affinée de plus en plus, quoi. Tu me dis s'il y a des choses à compléter. Non, ben c'est pour revenir sur la question pourquoi on a choisi le droit d'interpellation, c'est qu'en fait le problème de la méthode, alors peut-être qu'on pourrait rêver que la concertation fonctionne, mais le constat qu'on fait nous et qu'on a fait au titre de la coordination Passons-nous, qui est une coordination nationale dont on est cofondatrice, c'est que la concertation pour l'instant ne fonctionne pas dans les quartiers populaires, parce que c'est là où on a une expertise nationale, donc on ne se permet pas de dire ce qui se passe ailleurs que dans les quartiers populaires. Mais là, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas et que dans le rapport Baquet-Meshmach, donc qui est la base de réflexion que je vous invite à lire, bien sûr, de cette coordination, on parlait de table de quartier, donc pour recueillir tout ce travail qu'on a fait nous, hein, en fait, qui est issu du Canada. Donc, on peut dire que nous, on a fait un travail finalement de table de quartier. Hein, le collectif de proximité, c'est vraiment créé comme une table de quartier. Mais dans la loi Lamy, finalement, cette table de quartier a été transformée en conseil citoyen. Et le conseil citoyen a su définir les priorités du quartier, mais n'a pas su mettre en œuvre une participation citoyenne. Et c'est pour ça que nous, on a eu cette nécessité d'intervention sur ces questions en mode droit d'interpellation, parce que d'abord, ça n'a pas été d'abord pensé par les deux municipalités. Alors là, je remonte à assez loin, hein, parce que depuis, on en a eu deux autres. Voilà, on a eu 4 maires. Mais voilà, les deux précédentes, c'était on détruit du HLM, on construit du bureau. Hein, c'est classique de l'ANRU, c'est ce que demande l'État. Les villes le font, elles ont l'argent, tout le monde est content. Et là, les habitants nous ont dit, mais nous, des bureaux, on n'en veut pas, en fait. Et de la destruction des HLM, en fait, on n'en veut pas non plus. Nos immeubles ne sont pas vétustes, ne vont pas s'écrouler. On n'est pas du tout dans d'autres configurations, comme certes, on connaît les drames qui ont eu lieu à Marseille. C'est Tour Habitat qui gère très bien les lieux, c'est rénové, les espaces verts sont intéressants. Voilà, donc il y a pas, il y a vraiment et on n'est pas en banlieue du tout, parce que c'est l'idée, la ségrégation, faire plus de mixité sociale. Je veux dire, à 50 mètres du Sanitas, il y a des gens qui payaient l'impôt sur la fortune quand il existait. Donc, c'est complètement absurde, en fait, de calquer cette vision de l'agence de rénovation urbaine uniformément sur le territoire. Hein. Donc, d'où le problème de l'interpellation et de ne pas juste être au service des collectivités locales, au service de l'État et au service de la politique publique, mais bien d'être à partir des habitants en dialogue avec ces gens-là pour améliorer les politiques publiques, mais interpellés par les usagers eux-mêmes. Nous, c'est ça notre pari. Donc, après, vous voyez là, avec le schéma qu'a fait Meryl, un peu le travail qui est fait, puisque ça pose évidemment des grosses questions de déontologie, puisqu'on ne se prétend pas du tout le porte-parole des habitants. Ça, Mohamed Meshmach le dit mieux que moi. Hein. Il ne s'agit pas d'être le porte-parole, de dire à la place des habitants ce qu'ils ont à dire, mais d'être leur porte-voix, c'est-à-dire de
fabriqué toute cette enquête Sanitas du futur avec plein de partenaires, vous voyez un peu, hein. CNL, c'est des représentants de locataires HLM, ils nous ont pas attendus pour discuter avec le bailleur sur le cadre de vie. Régie Plus, enfin, voilà, il y a déjà plein d'acteurs qui font des choses, mais personne ne fait une enquête collective sur les besoins. Et donc, nous, vous voyez, on est au début de la démarche, mais après, on travaille avec vraiment des centaines de personnes. Et ensuite, c'est nous qui resynthétisons. C'est là où la déontologie est importante, c'est qu'on a toutes nos sources une par une. Et donc, quand on synthétise, comme le dit Meryl, on synthétise volontairement ce qui est beaucoup dit et on note toujours ce qui est, moi j'appelle ça Minority Report, pour ceux qui connaissent le film de Spielberg, même s'il date. Donc, on fait attention à la fois à développer des idées générales parce que les élus ont besoin de quelque chose de très synthétique qui sorte les idées générales, on le comprend très bien, mais on essaye toujours aussi de faire sortir les petites voix divergentes, même quand on n'est pas d'accord avec elles, hein, qui disent moi je veux du parking parce que je dois garer ma voiture. Eh bien oui, le monsieur, il veut du parking, il doit garer sa voiture. Donc, il ne s'agit pas du tout de faire un discours consensuel, mais par contre, si quelqu'un nous dit bah, vous êtes de parti pris, on peut lui redonner les centaines de verbatims sur lesquels on s'appuie parce qu'on les a construits un par un. Et là, quand on est début 2020 et que la collecte des voix des habitantes démarre et s'organise, qu'est-ce qui leur est dit? Est-ce qu'ils savent auprès de qui leur parole sera portée ou comment est-ce que vous Alors, recueillez elle leurs démarre en propos, mais voilà, est-ce que c'est 2017. entre eux? Ouais, pardon. Ouais, Ouais. la collecte, elle démarre en 2017. Et la première question que les gens nous posent, en fait, quand on est dans la rue, c'est est-ce que vous êtes la mairie? C'est immédiat, c'est la première question. Donc, nous, on répond non, on est une association. Et maintenant, on est connu en tant que PIPO, mais quand ce n'était pas le cas, on faisait référence au centre social pluriel. Parce que nous, notre travail a toujours consisté à faire adhérer les gens au centre social et à construire un centre social fort. Parce qu'on pense que c'est avec ce type de structure, parce qu'elle est associative et qu'elle peut développer et nourrir son indépendance, qu'on peut faire du droit d'interpellation. Donc, nous, on est plutôt là pour faire nourrir pluriel. Et donc, on fait comprendre aux gens qu'on est en milieu associatif et qu'on ne va pas résoudre les problèmes à leur place, qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas le pouvoir, qu'on n'a pas grand-chose de plus qu'eux, si ce n'est qu'on a obtenu des subventions pour être à leur côté et qu'on peut faire des choses ensemble sans jamais rien leur promettre. Ce qu'on a mis en place, du coup, c'est toutes ces formes de restitution qui sont à chaque fois remontrées, à la fois dans les ateliers en espace public. Donc, on a ces expositions, parce que, en fait, l'idée, ça n'a jamais été de faire un seul atelier, c'est plutôt d'être là sur une période, 2 semaines, un mois, où on va avoir des temps réguliers de présence sur un même endroit. Parce que du coup, les gens nous voient une fois, 2 fois, peut-être qu'ils passent la 3e fois, ou alors ils passent la première fois. Nous, entre-temps, on a tapé leurs paroles, on l'a accroché dans l'espace public pour qu'ils la revoient déjà. Ils voient aussi les paroles des autres personnes à côté, qu'on voit qu'est-ce qui se ressort de ça. Et puis ensuite, à partir de ça, on a mis en forme des expositions qu'on a installées dans la Galerie Neuve, qui est une galerie du quartier qui appartient à la mairie, mais qui permet de faire des expositions temporaires, avec du coup là un format plus de montrer tout ce qui est collecté et d'en rediscuter bien sûr en plus. Et ensuite, on a mis ça sous forme de dossier qui portent à la fois tous les verbatims, mais aussi leur synthèse, et puis ensuite des mises en forme un peu graphiques, comme celles qu'on a sous les yeux, mais ou d'autres qu'on a mis en place pour dire, voilà, nous, on a fait ce travail, on collecte, on n'a pas de pouvoir de décision, mais ça nous donne quand même des outils pour ensuite aller porter la parole à l'institution. Donc, c'est déjà toute cette mise en forme. Et c'est aussi l'intérêt d'être des années de suite dans un même quartier, espace, c'est aussi de pouvoir retrouver les gens, de pouvoir leur dire, regardez ce qu'on a fait à partir de ce que vous nous avez dit, de même peut-être tisser des liens avec elles et eux. C'est d'ailleurs tout à fait ce qui s'est fait, parce qu'il y a aussi pas mal d'habitants dont on est devenus proches et qui ont participé à la dynamique de cette récolte. Et du coup, dans cette démarche, vous avez travaillé dans une logique d'alternative, de transformation. Et voilà, quels sont les atouts, les bénéfices de cette logique d'alternative et de transformation?
Disons que pour nous, le droit d'interpellation, ça c'est la vision, enfin c'est le terme qu'on peut employer pour parler de la méthode. Après, concrètement, ce qu'on produit, c'est des alternatives. C'est-à-dire qu'on sort du schéma, la ville veut ça, on est contre. Parce qu'on estime que si on travaille comme ça, on reste dans l'agenda, que ce soit la ville ou n'importe qui, hein, ou un promoteur. On reste en fait dans la dynamique et dans l'agenda de l'autre, celui qui fait la chose qui a priori ne convient pas aux habitants. Donc on essaye de s'extirper de cette dynamique pour-contre, qui à notre avis n'est pas féconde, pour rentrer dans une dynamique d'alternative, c'est-à-dire on va faire autre chose autrement. Et parce que ça va marcher, les gens vont revenir vers nous en disant « Ah ben nous, on veut aider ça, mais on n'avait pas compris ou c'était trop tôt, on n'était pas prêt ou on avait peur, etc. » Et donc là, Meryl va vous parler du Planitas. Après, moi, je vous parlerai du programme Première Ligne. Le Planitas, et le programme Première Ligne, c'est la même méthode, mais Planitas dans une toute petite échelle qui est très précieuse. Par contre, pour moi, on y accorde la même valeur, mais vous allez comprendre le phénomène à la petite échelle parce qu'on voit le mécanisme. Et après, on a pu l'appliquer sur une plus grande échelle. Mais c'est la même, c'est qu'on fait avec ce qu'on nous donne, c'est pas ce qu'on voulait, on le prend quand même et on développe à côté dans la mesure où tout ce qu'on fait est légal, enfin, n'est pas illégal plutôt. On fait tout ce qui est possible et qui n'est pas illégal. Voilà. Même ce qui n'est pas prévu, ce qui est toléré, voilà, et on travaille sur ces marges-là. Et quand la chose éclot et qu'elle s'impose par elle-même, il n'y a plus besoin en fait de discours, de dire je suis pour, je suis contre. En fait, c'est là, c'est fait, ça parle tout seul. Oui, alors c'est vrai que pour parler de ce projet Planitas, donc au cours de notre année 2015 où on est arrivé dans le quartier, on a fait énormément de temps de terrain dans des espaces publics. On a rencontré entre autres une habitante du quartier, Aurélie Thomas, qui avait dans la tête un projet pour son quartier de incroyables comestibles dans les espaces publics, en disant moi voilà, je mets mes lunettes d'incroyables comestibles et je vois le quartier cultivé, productif, où les gens peuvent se servir. Donc on a forcément, pour moi en plus ça a résonné, étant paysagiste, c'était un type de projet sur lequel je pouvais avoir du répondant aussi technique et travailler avec elle. On a travaillé ensemble, donc elle a été comment dire, porter sa demande à la mairie et au bailleur social. Donc Tour Habitat a fini par donner un terrain de pétanque pour installer un bout de jardin. Donc au départ, bon, on s'est dit ah oui, très bien, un jardin sur un terrain de pétanque, c'était pas ce qu'on voulait, mais tant pis, on va faire avec. On a installé quelques bacs Palox, les bacs pour les pommes en arboriculture, et on a mis de la terre dedans. On nous a dit il faut que ce soit démontable parce que c'est un jardin, enfin comment dire, ça va être brûlé, ça va être dégradé, ça va être parce que l'idée était vraiment qu'il n'y ait pas de clôture autour et que tout le monde puisse se servir et que ce soit un espace public traversé même en dehors de nos temps de présence, quoi. Et donc on a installé ça. Alors moi j'ai travaillé un peu à la disposition dans l'espace, à donner aussi techniquement des billes sur comment on va faire pour cultiver ça, enrichir un peu la terre, faire avec ce qu'on nous a donné, etc. Et on a petit à petit, on a mis en place tout de suite des ateliers de mercredi après-midi en se disant on va donner un rythme régulier pour que les gens qui veulent venir sachent quand c'est, etc. Donc depuis 2016, on est là-bas tous les mercredis après-midi entre mars et octobre. Il y a un atelier tous les mercredis après-midi qui est animé par Aurélie, par moi et depuis quelques années aussi par Paul Huguin qui est menuisier, qui s'est joint à notre groupe. Et donc petit à petit, on a construit ce jardin progressivement. On appelle ça plutôt chantier permanent ou espace public que jardin, vraiment dans l'idée d'être un clos, puisque c'est pas un espace clos, c'est vraiment un espace qui est parcouru et dans lequel il y a des choses jardinées et qui sont en effet comestibles et que les gens peuvent cueillir. On s'est pas mal étendu, on a plus de doublé la surface d'occupation de cet endroit. Il faut savoir aussi que c'était un endroit dans le quartier qui était très difficile parce que il y avait un gros point de deal à côté, des occupations de gens dans l'espace, dans le jardin public à côté qui sont sous addiction, donc qui sont
pas forcément des gens pas sympas, mais qui aussi ont leurs problématiques. Et puis, enfin, différentes problématiques qui font aussi que c'est un secteur du quartier où les familles ne venaient plus du tout, et les enfants en particulier, alors que c'est vraiment voisin de l'école, en fait. Donc, voilà, c'est un espace qui a aussi toutes ces problématiques-là, assez compliquées, et dans lequel on ne pouvait pas de toute façon arriver et faire un gros truc, mais progressivement, on a fait des petites choses, et ces ateliers, ils ont toujours eu pour vocation de pas, comment dire, de pas avoir d'objectifs prédéfinis, mais par contre, on met en œuvre tous les moyens qu'on peut, tous les outils. On a du coup un petit local qui est, comment dire, prêté par Tour Habitat, dans lequel on a du bois, on a nos outils, on a de la peinture, enfin, qu'on fabrique, on a cette maquette que vous avez sous les yeux, qui est un outil aussi avec lequel on discute régulièrement avec des gens qui passent ou avec le groupe. Parce qu'Aurélie a fédéré autour d'elle un groupe de jardiniers, jardinières qui vient régulièrement. Et donc, en fait, on a mis en place l'aménagement sur un temps très long, très, très fin, on va dire, de tout cet espace, jusqu'à l'année dernière, planter des arbres fruitiers pour commencer un verger solidaire, ce qui était un peu l'idée phare depuis longtemps d'Aurélie. Et on a vraiment clairement débordé sur le jardin public qui était attenant, donc on est sorti de notre terrain de pétanque et on est quand même bien maintenant sur un espace plus vaste. Bah, il n'y a eu aucune dégradation depuis tout ce temps, presque 10 ans l'année prochaine. On n'a jamais eu, et d'ailleurs même le bailleur a fini par le dire comme argument en disant, ben oui, oui, en effet, pas de dégradation dans cet espace. C'est assez clair qui le fait, c'est un collectif d'habitants, mais accompagné par des professionnels, moi paysagiste, Paul Menuisier, mais la manière de faire est tellement différente de l'aménagement urbain classique que tout le monde sait qui le fait, il n'y a pas de confusion possible avec ce que vit les aménagements du bailleur. Enfin, voilà, donc ça, c'est l'histoire de ce jardin Planitas qui est encore voilà, en évolution permanente et dans lequel on aménage progressivement. Peut-être que dans 10 ans, on aura tout le jardin terrier public à côté, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, on a mis, disons, enfin, on a pendant toutes ces années essayé de vraiment accumuler tous ces petits gestes et finalement, là, on en voit une dimension au bout de presque une dizaine d'années importante. Il y a du soutien technique, il y a eu le soutien aussi justement auprès d'Aurélie, à la coopération et à trouver d'autres habitants, à la mobilisation, Oui. et puis stratégique. Nous, on a été aussi là pour faire justement un conseil stratégique pour tout ce qui lui est arrivé, les moments où elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, les moments où tout le monde voulait lui donner de l'argent, mais pour faire autre chose que ce qu'elle considérait, elle, comme important, enfin, toutes ces problématiques dans lesquelles se retrouve l'habitant qui d'abord n'est pas repéré par les pouvoirs publics, donc pas aidé, mais après il est trop bien repéré. Et puis comme nous, on lit les demandes de subvention, ben, on voit qu'elle était à un moment la fiche type de l'habitante parce qu'il fallait soutenir des mères de famille dans leurs initiatives écologiques. Enfin, on aurait dit que c'était elle radiographiée. Donc là, on lui a expliqué que nous, on avait lu, que c'est pour ça que tout le monde venait à elle et qu'il fallait bien qu'elle voie ce qui, elle, était son projet et non pas. Enfin voilà. Après, il y a plein d'enjeux. Comme là, on est avec des professionnels et des élus potentiellement. Ce qui est intéressant de dire, c'est que la plus grosse part du financement est faite de subventions, soit qu'on trouve auprès du bailleur de la ville, enfin la collectivité, des collectivités locales et de l'État, soit qu'on trouve nous-mêmes par Passons-nous, ou bien qu'on trouve par une campagne de financement participatif aidée par la région Centre. Donc, il y a un vrai problème structurel. On essaie de faire reconnaître que c'est de l'aménagement et que ça peut être tout à fait des prestations euh, comme telles et que ça doit rentrer dans la méthode normale d'aménagement de ces espaces. Et ça, on ne l'a pas du tout obtenu encore, mais ça fait partie des étapes de notre méthode, voilà, d'avancer un peu jusqu'au du très local au structurel, quoi. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec des collectifs nationaux comme Appui et Passons-nous et qu'on travaille sur un projet de loi, mais ça, je vais avoir l'occasion d'en reparler. Oui, et c'est vrai qu'en plus, il y a tout à fait cette dimension que tu dis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'espace public partagé. On veut vraiment qu'il y ait ce terme lié à l'aménagement et pas uniquement un jardin partagé dans le sens un espace qui est dédié aux habitants, mais qui ne fait pas tellement partie de l'espace public de la ville ou pas de la même manière.
Et également, on a aussi ces financements sont dédiés principalement à du temps de travail qui est à la fois qui est un mélange entre de la conception, de la réalisation, de l'entretien, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'aménagement public classique, en fait, où on va vraiment phaser chacune de ces actions, de ces missions, en fait, même pour les professionnels. Et là, tout est un peu ensemble, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le temps de concertation, il est permanent, le temps d'entretien intervient en même temps que le moment de création, de conception et de réalisation. Et nous, on défend cette manière plus mixée, on va dire, de faire les phases de l'aménagement urbain et public. Et dernière chose qu'on peut dire, c'est que c'est ça qui fait la mobilisation. En fait, ceux qui Marc, pas les affiches. Non, c'était bien de passer à l'autre. C'était très bien. et je crois que Marc avait une question. Vas-y, Ouais. Marc. Non, mais on pouvait laisser finir Ida dans ce qu'elle expliquait. C'était juste une Que la remarque. mobilisation, c'est parce que les gens nous voient faire qu'ils se mobilisent. C'est pas des affiches, c'est pas. Oui. Vas-y, Marc. Ouais, c'était important que tu termines bien cette phrase-là parce que c'est une notion vraiment importante. Dans la même dynamique, moi je travaille actuellement sur un projet d'habitat participatif dans le quartier du Sanitas et je travaille avec Habitat Participatif France. Bon, voilà, c'est pour expliquer que j'ai un lien avec Habitat Participatif France. Et actuellement, en fait, ils travaillent sur des questions d'habitat participatif dans les quartiers prioritaires. Bon, voilà. Dans ce cadre-là, ils sont allés voir, avec la même méthode que ce qui a été expliqué là, les collectifs d'habitants dans les quartiers prioritaires, etc. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ce dont ils avaient besoin, c'était peut-être pas forcément tant d'habitat participatif, mais d'espace participatif. Exactement ce qui a été ça va vraiment dans le même sens de ce qu'ont expliqué Meryl et Ida là, et que en fait, ils sont en train maintenant de se dire, mais c'est tout récent, c'est tout le début, mais du coup, ce que je trouve génial, c'est que bah, vous en êtes au même point, mais avec une ancienneté de travail qui est vraiment intéressante. Et ça a été rapporté au collectif Passe en nous. Il y a eu une réunion à Paris, là, il y a la semaine dernière, je crois, c'est la semaine dernière, ou la semaine d'avant. Le week-end, pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant. Et où, en fait, Le logement. ils lancent aujourd'hui tout un travail sur la mise en place d'espaces partagés, de quartiers partagés, voilà, de quartiers partagés. C'est ça ce qui a été demandé par différents quartiers de France, qui est des quartiers partagés, donc des espaces qui soient autogérés par les habitants, tout à fait comme c'est fait au Planitas, quoi. Voilà, je voulais juste faire ce parallèle-là, ça me semblait intéressant, parce que du coup, il y a vraiment des parallèles de choses qui en sont en train de se mettre en place, et il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais je trouve que c'est très intéressant de voir ces multiplications qui vont dans le même sens, vraiment. Voilà, c'est tout. Est-ce que je prends 3 minutes pour finir, Annabelle? Bien sûr, bien sûr. Donc là, vous voyez devant vous ce qui est ressorti de notre consultation commencée en 2017 comme équipement collectif qui n'était pas prévu par la rénovation urbaine et qui semblait indispensable aux habitants. Donc, à Centre social, il y en avait déjà un, mais vous pouvez venir nous voir, vous verrez que les locaux ne sont pas du tout en capacité d'accueillir les centaines de gens qui, tous les jours, viennent occuper les locaux. Donc, il y a une perte de temps incroyable. Il y a des jeunes qu'on ne peut pas recevoir en même temps, qui ne peuvent pas recevoir en même temps que d'autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes tranches d'âge. Et sur l'accueil des jeunes, et c'est très bien, il y a des règles assez strictes. Enfin, voilà. Des problématiques sur le handicap, des problématiques sur tous les fronts. Une cuisine à partager, ça a été une grande demande parce qu'il y en a une aussi, mais apparemment, elle ne correspond ni dans les moyens d'accès, ni dans son fonctionnement pour l'instant aux besoins des habitants. Des jardins à investir, une salle des fêtes, un café associatif et un studio d'enregistrement. Il y en a un qui s'appelle le T-Studio à l'Antillaise et donc il faudrait un plus grand studio d'enregistrement. Et donc, on s'est retrouvé avec ça et il y avait vraiment pas du tout de concertation, de négociation, de discussion possible avec la mairie de l'époque, la municipalité. Donc, on arrivait à une situation de blocage. Quand la municipalité a lancé un appel à projets innovants, c'est le nom qu'ils ont donné à cet appel, sur 8 sites de Tours qu'ils ont déclarés comme étant en friche. Et on a découvert que sur ces 8 sites soi-disant en friche, il y en avait un où c'était la destruction de 436 logements HLM qui étaient considérés comme une friche. Les gens étaient dans l'immeuble et ils y habitaient. Hein.
Donc, c'est là où, bon, parfois, il y a une violence qui est assez insoutenable. Et donc, moi, j'ai demandé à Julien s'il pouvait réunir un peu les forces vives du quartier qu'on avait déjà mobilisées. Ouais, pardon, le directeur du centre social pluriel. Euh, voilà, de poursuivre cette dynamique sur un mode un peu plus réunion. Du coup, on a changé un peu le format, mais il a été possible de réunir ces gens parce qu'on les avait d'abord vus dans la rue, dans leur structure, etc., dans des choses plus informelles. Et je leur ai proposé 3 stratégies. J'ai dit la première, c'est le boycott, c'est-à-dire qu'on considère que c'est pas normal de faire ça et on refuse d'y participer, mais c'est actif parce qu'on va voir tous les gens du quartier en disant pourquoi ils ne doivent pas, eux, accepter de participer à cet appel à projet innovant. Donc l'appel à projet innovant, l'idée, c'est qu'il n'y avait pas de programme, que les promoteurs devaient trouver des citoyens pour définir le programme avec eux. Donc on était, le centre social, par exemple, était démarché par des promoteurs. Donc, on a dit, parce qu'on trouvera toujours des collègues qui vont répondre aux promoteurs si on leur explique pas pourquoi on boycotte. La deuxième, c'était on répond aux promoteurs et on leur donne ce qu'on a produit et on travaille avec eux, voilà, et on voit ce qu'on peut en sortir. Et le troisième, on fait quelque chose de complètement impossible puisqu'on n'aura pas de promoteur, donc pas d'argent pour acheter le terrain. Mais on définit ce qui pour nous est le meilleur programme puisqu'en fait, on est les seuls à avoir 3 ans d'avance sur les autres et à avoir enquêté depuis 3 ans. Donc, on est les seuls qui avons vraiment la matière. Donc, on a choisi ça. Mais quand même, tout en choisissant ça, on a... Ah ouais, alors là, c'est ça, elle vous a tout divulgaché. Non, non, je plaisante, Annabelle, c'est une blague. Lâchez le coin en bas à droite. Ouais, mais j'accélère mon récit. Non, vas-y. Et donc, on s'est quand même mis en recherche d'un architecte pour nous aider, sachant qu'il était quand même bénévole ou militant, mais qu'on n'avait pas d'argent à lui donner. Et par le bouche à oreille, en fait, on a rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle Thomas Huguin, qui à l'époque était à la tête de la SCOP Archiéthique et qui était en effet spécialiste à la fois du logement social et de la participation. Et qui en plus a accepté de venir et de travailler avec nous, sachant qu'il y avait plus à perdre qu'à gagner. Et donc, on a produit vraiment, et en plus, on a eu les conseils d'appui alternatifs pour des projets urbains et internationaux qui connaissaient déjà, eux, les CLS, qui sont aujourd'hui devenus les bails réels solidaires, enfin, bon, qui avaient plein d'avance sur la France à l'époque, parce que tout ça est rentré dans le droit français il y a très, très peu de temps. Et eux avaient déjà vu ce qui se passait à Bruxelles, au Danemark, en Allemagne, donc ils nous ont donné aussi des solutions qu'on ne connaissait pas. Et Maxime Poumrol, pour ne pas le citer, nous a accordé un temps absolument exceptionnel sur ce travail. Donc, on a produit ça. Évidemment, on n'a pas pu gagner le premier tour puisqu'on n'avait pas l'argent qu'il fallait. On ne savait pas combien, mais on savait qu'on ne l'avait pas. Bon, on est d'abord allé voir le bailleur social. Hein. On n'avait pas le droit, c'était un NPNRU, un terrain NPNRU, donc on n'avait pas le droit de refaire du logement social, mais c'est quand même tourné vers lui en lui disant est-ce qu'on ne ferait pas une alternative ensemble? Et il ne l'a pas voulu. Donc, on a postulé comme ça pour la gloire et la ville nous a quand même reçus alors qu'elle avait refusé jusqu'ici toute discussion, disant votre programme est forcément le meilleur, on ne peut pas vous mentir sur ce point. Donc, peut-être au deuxième tour, rapprochez-vous d'un promoteur si vous souhaitez quand même être entendu. Et donc, en fait, on a rencontré les promoteurs qui étaient en lice et on a pu négocier avec eux sur un pied beaucoup plus fort. Alors, pas d'égalité, hein, ça n'existe pas malheureusement, mais beaucoup plus fort puisqu'on arrivait avec un travail qui était fait avec des professionnels comme Meryl et Thomas qui pouvaient étayer la conversation. Et donc, on a fait, voilà, je vous passe plein de détails, mais on a décidé tous ensemble, je crois qu'on dit plus au consensus, on dit comment maintenant? Consentement. Au consentement, oui. Puisqu'on ne pouvait pas voter parce que certains étaient habitants et représentants de structures, certains, enfin, on avait tous plusieurs casquettes. Donc, on ne pouvait pas voter. Donc, au consentement, on a choisi pour moult raisons Bouygues Immobilier. Et on a remporté en janvier cet appel à projet innovant et dans lequel il y a tous les... Et puis, on a continué à travailler sur le NPNRU en général pour dire que tout ne doit pas, tous les services et l'équipement collectif ne doivent pas être au même endroit, dans un même lieu. Et donc, aujourd'hui, en théorie, parce qu'on voit bien que c'est du sable et qu'on a la main vraiment sur rien, tous les équipements que vous avez vus dans le schéma d'avant là, devraient être réalisés.
dans une échelle de temps supportable, c'est-à-dire dans les 2 à 10 ans à venir, quoi. Voilà. Après, on se rend compte qu'on avance sur du sable dans ces dimensions-là. Tout peut être remis en question. Alors pour vous, quelles sont les conditions nécessaires pour mettre en œuvre ces stratégies d'interpellation des acteurs publics quand on prépare, vous disiez, c'est à toutes les échelles, aussi bien locales qu'étatiques, et surtout, comment on garantit l'intérêt de chacun et l'intérêt de tous? Alors, il faut être très solide, individuellement, psychologiquement, financièrement. Il faut être très solide collectivement. Il faut que la coalition d'acteurs soit mûre. Nous, c'était le cas au Sanitas. Il y avait une vraie bienveillance, connivence. Beaucoup d'habitants qui, en 2015, on avait mobilisé, font maintenant partie du CIAD pluriel. Ça fait partie de leur parcours citoyen de rentrer dans le CIAD du centre social. Et il faut toujours être honnête sur les risques et les dangers psychologiques, individuels et collectifs de pression politique, sociale, économique, parce qu'on a tout connu sous toutes ces formes. Et puis, il faut aussi être avec des acteurs nationaux, être dans des réseaux nationaux, aller retrouver de la force, mais y trouver aussi de la légitimité et du soutien. Ils sont descendus plusieurs fois à Tours aussi pour montrer aux gens locaux et notamment aux pouvoirs publics locaux qu'on n'était pas seuls, qu'on n'était pas fous, que ça se faisait ailleurs, qu'on pouvait s'entourer de gens de grandes compétences et que ça, c'était vraiment important. Et on sait aussi nouer des alliances avec l'université et la recherche, qui sont aussi des gens très importants en termes de légitimité, de connaissances, de réseau. Donc, il faut vraiment... et il faut être conscient de ses limites individuelles et collectives pour ne pas se fabriquer soi-même une déception perpétuelle, hein, puisque ça ne sera jamais à la hauteur de ce qu'on a espéré ou à la hauteur de l'énergie qu'on a donnée. Pour l'instant, le système n'est pas fait pour ça. Donc, on essaye de le faire changer de voie. Et ça ne se fera pas que par nous, et ça ne se fera pas que maintenant, et ça ne se fera pas que à Tours. Donc, ça va être bancal, le résultat sera forcément bancal. Voilà. Par contre, on espère que on aura. De toute façon, on n'avait rien à perdre, donc on a forcément amélioré les politiques publiques qui vont être menées au Sanitas. Voilà, faut juste accepter que ce sera limité, que ce que l'élu peut entendre est limité, que ce qu'il peut faire de ce qu'il a entendu est limité, et que c'est vrai aussi pour les agents. Ils peuvent entendre des choses, ils ne peuvent pas tout entendre, ils peuvent en tenir compte, ils ne peuvent pas tenir compte de tout. Voilà, qu'on n'est pas dans les mêmes rapports de temps. Ils sont sur des trucs qui durent 10 ans, 20 ans, et que l'habitant, bah, lui, il veut que ça s'améliore et bientôt, il a raison. Donc, on travaille aussi sur des victoires de courte durée, pas seulement sur des victoires de longue durée, parce que sinon, on s'épuise. Et on travaille que sur le plaisir. Donc, le seul moteur c'est le plaisir, à être ensemble. Donc, si les réunions sont pourries, l'ambiance dégueulasse, mais qu'on a obtenu le résultat, honnêtement, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est comme le résultat, vous l'avez obtenu un jour, le lendemain, une nouvelle municipalité arrive, elle peut tout balayer d'un revers de main. Ça n'a aucun intérêt. Il faut que toutes nos rencontres soient du plaisir. Ça, c'est notre travail quotidien. Et on doit faire des choses ensemble et pas parler. Parce que parler gouvernance, nous, on n'a vu que des gens se taper dessus. Je suis désolée, Marc, tu vas me détester, mais tout ce qu'on a vu dans les conseils citoyens, dans d'autres instances, ça n'a créé que des conflits. Donc, faire jardiner, coudre, dessiner, voilà. Parler, mais pas trop. Est-ce que vous voulez faire un petit mot de la fin, une petite conclusion avant qu'on passe aux questions? Meryl Je va crois vous que faire Christophe a levé le deux fois. Ouais, Meryl va vous faire la pub pour la vidéo d'après et on a Marc qui pourra témoigner. L'information. Tu veux bien mettre la petite diapo, voilà. Oui, alors du coup, nous, on a, à partir de toute cette expérience et de ces méthodes de travail, on a depuis, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a fait la première fois, 2022 ou 2024, ouais, 2022, écrit une formation, pas petite, une formation en 4 demi-journées, mais en tout cas, sur le principe, c'est un peu aussi travailler à la transmission et à
comment justement soutenir le pouvoir d'agir dans d'autres espaces que celui dans lequel nous, on a travaillé. Donc, on a à 2 occasions fait cette formation qui était plutôt à destination de porteurs de projets associatifs, mais pas que, sur habitants, collectifs, etc. Quartier. Pour outiller sur le pouvoir d'agir et l'urbanisme durable dans les espaces publics. Quand on veut transformer les espaces publics dans son quartier, comment s'y prendre et un peu comment aussi ne pas donner que des recettes, mais aussi pouvoir analyser collectivement les différentes situations et pouvoir faire des retours d'expérience qui vont en fait enrichir tout le monde. C'est un peu le principe de cette formation aussi. C'est pas que des notions descendantes, c'est un peu aussi se mettre au travail ensemble et se faire des retours. Donc, on a écrit et initié ce travail de transmission parce que aussi on- on considère qu'il y a différents points assez importants qui sont nommés là dans les thèmes par journée, aller à la rencontre des personnes dans l'espace public, réaliser un état des lieux dans un espace extérieur, préparer et organiser un chantier et aller à la rencontre des partenaires ou autres acteuristes du quartier. Donc, voilà, à partir de toute cette méthode, on a établi cette proposition qui voilà, évolue progressivement aussi, mais qui a plutôt à destination de continuer à se essaimer et à se disséminer dans d'autres quartiers que le Sanitas. Merci de votre écoute. Merci, génial. Christophe, je crois que Marc, tu as ouvert ton micro. Je crois Non, que non, Christophe si avait Christophe a levé levé la la main main, une ou deux fois. on peut lui laisser la parole en premier. Vas-y, Christophe. Et tu as le micro coupé par contre. Christophe? Ouais. Oui, c'est moi. Oui, Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs Christophe parce que j'ai rejoint la visio un peu tard. c'est toi, c'est toi. Ouais, je voulais vraiment remercier pour la présentation parce que je pense que ça recoupe et de manière très lucide l'expérience de beaucoup de communautés actuellement en France. Et moi, je retiens vraiment le premier point qui est celui de la légitimité. Quand on n'est pas dans le domaine économique ou dans le domaine institutionnel pur, on n'est pas légitime. Et ça, c'est un vrai problème parce que ce n'est pas la réalité. Et donc, on est face à des non-volontés de changer. Et au plus les choses avancent et au plus elles deviennent énormes, au plus cette volonté est forte. Donc, on est face à des contre-feux, comme disait Pierre Bourdieu, mais qui sont très forts. Il faut vraiment, vous avez détaillé comment on peut tenir à travers ça. Moi, de mon côté, ça fait à peu près maintenant 6 ans que je tiens. Et ce projet avec des dimensions énormes, mais on tient effectivement que par la convivialité et on tient aussi en s'accrochant à des sphères qui sont autres à l'extérieur. Parce que souvent, dans le lieu où on est, on prend toutes les difficultés en face. Et donc forcément, si on n'a pas cette posture-là, on se fait tout de suite mettre par terre. Il faut pouvoir se relever très souvent et pas abandonner une idée. Le problème du financement qui est majeur parce que on peut pas comme ça demander à des dizaines de milliers de personnes en France de travailler sans être payés et de dire en plus ce sont des gens bizarres et qu'ils sont auto-entrepreneurs parce qu'ils ont forcément portent des projets qui sont un peu ambitieux et on donne tout le budget pour le projet donc pas pour soi-même. Et après, on se prend des remarques d'élus en majorité au Sénat, à l'Assemblée, qui disent bah, tiens, les auto-entrepreneurs, il faudrait qu'ils payent la TVA. Et donc, on va leur prendre 20% de TVA sur leurs revenus, généralement des budgets publics sur lesquels on ne peut pas les augmenter puisque toutes les collectivités sont en diminution de financement. Et il y a une très, très mauvaise perception des élus, aussi bien locaux que nationaux, de la réalité. Donc voilà, je pense que, mais ça c'est important de le souligner parce que ces démarches, on sait que c'est l'avenir, mais si on n'a pas un changement de posture pour les soutenir, on n'y arrivera pas. Alors il y avait une piste qu'on avait travaillé avec en accompagnant la République des hypervoisins à Paris dans le 14e arrondissement, qui est aussi la maîtrise d'usage ou la délégation de services publics citoyenne. Donc de se dire que des citoyens peuvent très bien être à un moment non pas bénéficiaires d'une petite subvention pour aider comme ça,
mais puisse véritablement porter des parties de projets, d'initiatives collectives ou de politiques publiques, et que ça puisse être formalisé. Donc, on avait ouvert une petite porte avec la ville de Paris là-dessus, et pour finalement qu'elle se referme tout de suite parce que c'était lié à des financements d'appel à projet, et que finalement ça a été reporté pour plus tard sous tonalité de zizanie entre les différentes mairies de quartier, enfin mairies d'arrondissement à Paris. Mais je pense que c'est un point essentiel, parce que si on continue à se dire qu'il faut absolument passer par des promoteurs qui forcément, c'est pas leur objectif, c'est pas de financer des communs dans des quartiers, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les communs culturels, ou que ce soit sur le verre, donc avoir des jardiniers de quartier. J'étais à la vendredi dernier à Versailles pour la Biennale d'architecture et du paysage avec la Fédération française du paysage, et la conclusion de Gilles Clément est de dire il nous faut plus des techniciens de surface, il nous faut des jardiniers. Parce que les jardiniers ce sont des gens qui s'adaptent à la réalité. Le vivant évolue tout le temps, on ne peut pas le retenir. C'est la même chose avec des habitants. Donc, on ne vient pas mettre des cahiers des charges et des délégations de services sur 2, 3 ans et de dire que voilà, on va tout faire, on va faire la mobilité, on va faire l'énergie, et tout ça avec un business model privé en plus. Donc, il faut ouvrir des nouvelles portes, et je pense que c'est en train de se passer, mais c'est compliqué. Donc, dernier élément, je pense que l'essentiel de ces sujets concerne de la rénovation de l'existant. Et on se trouve embarqué dans des nouveaux projets parce que là-dessus, il y a des moyens, mais en fait, l'essentiel du potentiel, il est dans l'existant. Alors, on l'a vu ici dans les Hauts-de-France, sur le quartier de l'Alma, Roubaix, qui est un quartier qui a été manifeste du progrès social, et pour lequel les derniers habitants qui habitent le quartier, qui n'ont pas voulu déménager, donc se battent vraiment très intelligemment contre les élus de la mairie de Roubaix, contre la mécanique en rue sur la métropole européenne de Lille, pour dire la rénovation des quartiers, ça passe par les rénovations des quartiers, non pas leur démolition. Et sur un quartier qui a un énorme héritage de coproduction avec les habitants, de dire l'avenir de ce quartier doit être fait en coproduction avec les habitants. Et d'ailleurs, les habitants ont des solutions. Et ils font des initiatives qui ont énormément amené la qualité de vie, des progrès énormes dans la qualité de vie dans le quartier, avec les très très maigres moyens qu'ils ont. Ils sont soutenus par Emmaüs France. Enfin, il faut se dire, ce sont des gens qui ont très très peu de moyens, qui font des choses fantastiques et qui sont devenus en 3 ans des experts du sujet, alors qu'ils n'y connaissaient rien au début. Le président du collectif de quartier est un éducateur sportif qui n'avait pas fait des études brillantes et qui aujourd'hui est un véritable expert de la rénovation de la ville. Moi, j'essaye de Juste pour porter dire, Christophe, ouais, je te Pardon. rends la parole après, juste pour dire que nos amis de l'ALMA, là, sont comme nous, porteurs d'une proposition de loi. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, parce que vous pouvez bien sûr entrer dans la dynamique, démocratiser le logement et la rénovation urbaine. Et qu'à Tout l'intérieur à de fait, ça, oui. il y a le fonds d'initiative citoyenne, issu des réflexions de Passons-nous, sur la question de financer les propositions alternatives des habitants, mais par un organisme indépendant des pouvoirs locaux. Très bien. Et ça, c'est effectivement par la loi qu'il va falloir passer pour modifier ces choses-là. Donc, moi, je vous soutiens complètement dans ce travail collectif, et ça prend un temps fou de faire passer des lois, surtout dans le contexte actuel. Mais c'est vraiment le moment de le faire passer. Et moi, j'essaie de faire passer les messages au niveau de Net Zero Cities actuellement. Donc, il y a un groupe de 9 villes en France, plus 3 villes apprenantes. Là, on aura un échange demain à Strasbourg sur l'énergie, où moi, je me lève très tôt pour aller à Strasbourg avant de partir sur un projet européen à Athènes. Mais justement, pour essayer de fissurer l'édifice, comme quoi l'argent public doit aller qu'aux grosses villes, il doit aller qu'aux politiques des grosses villes. Dire non, ça doit aller vers des vraies initiatives de changement. C'est actuellement ce qui se fait en Europe. Et la France a du mal de changer la trajectoire, quoi.
Voilà, j'arrête, mais c'était pour dire que tu es vraiment impressionné par la manière dont vous avez décortiqué, présenté les choses. Et je pense que dans les projets, on parle bien de l'essentiel et c'est dommage de devoir se dire qu'avec la réalité, on doit faire des projets essentiels sur des durées de 10, 15 ans, alors qu'on devrait les faire en 2, 3 ans. Voilà pour ma conclusion. Merci Christophe. Marc, il y a Nicolas qui a dû partir, qui vous remercie. Et, Mais il est voilà, encore là pour le moment. Je ne sais pas s'il avait envie de dire un mot avant de partir. Ah bon, je l'ai Oui, vu t'es disparaître. encore là? Ah oui, Je sais pas, je le vois encore présent. oui, tu as raison, je suis micro. Non, il est encore là. Ouais, on salue Julie, c'est notre ancienne collègue qui travaille maintenant à Angers sur des jardins. Donc, on en profite pour lui dire bonjour. Hello, Salut. Enchantée, Julie. enchantée. Sinon, si Nicolas veut intervenir, il peut me couper la parole à tout moment, s'il doit partir. Moi, je voulais juste témoigner, oui, sur les formations. Je n'ai pas assisté à toutes, mais je les ai trouvées vraiment très intéressantes. C'est pas une petite formation, c'est une formation courte, mais intense. Et moi, j'ai une demande, c'est qu'elle puisse se renouveler parce que cette formation, nous, on l'a fait avec le collectif d'habitat participatif. Je l'ai fait aussi moi personnellement parce que ça m'intéressait aussi dans le cadre de mon travail professionnel. Mais ça va réellement nous servir pour l'habitat participatif, parce que c'est un habitat participatif donc en quartier prioritaire, donc au Sanitas. Et donc de ce fait, on n'a pas envie d'instaurer un habitat participatif, une espèce de bulle là, de bobos qui viendraient s'installer au milieu du quartier, mais justement faire de la vraie mixité, c'est-à-dire être avec les gens du quartier. Certains seront certains habitants du quartier rentrent déjà dans l'habitat participatif. On en a 3 là aujourd'hui, mais on voudrait en avoir d'autres si c'est possible. S'il y en a qui veulent, ça serait chouette. Et au-delà des habitants qui vont être dans l'habitat participatif, on veut faire une véritable ouverture vers le quartier, pouvoir faire des choses avec les voisins proches, mais aussi peut-être plus éloignés, travailler avec les acteurs du quartier, donc entre autres Pipo, bien sûr, mais aussi pluriel et autour de la famille qui est juste à côté dont les locaux sont juste à côté du terrain sur lequel on envisage de bâtir. Voilà, donc il y a tout un tas de choses. On fait déjà des portes ouvertes, il n'y a rien à ouvrir puisqu'il n'y a pas de porte, il n'y a rien, mais on fait quand même des portes ouvertes et on rencontre les mères des enfants qui vont à l'école, école qui est sur le terrain sur lequel on sera après. Il y a une nouvelle école qui est en train d'être construite là. Et on rencontre aussi les voisins déjà qui se posent la question de ce qui est en train de se construire, qui nous témoignent il y en a comment dire, qui regrettent que les enfants soient plus juste devant chez eux, mais un peu plus loin. Bon, ils sont pas beaucoup plus loin, hein, quelques centaines, même pas une centaine de mètres plus loin, 200 mètres peut-être. Les habitants qui nous font part que on ne sait pas trop ce qui va se construire là, mais on aimerait bien que ça reste calme. Donc on leur parle un peu de nous, ce qu'on a envie, mais on ne sait pas non plus finalement ce qui va se construire, puisque on dépend aussi de plein de choses, et donc on essaye d'influer justement en tant qu'habitant participatif, d'influer sur ce qui va se faire. C'est tout le but d'un projet d'habitat participatif. Mais là, l'idée, c'est de l'imaginer aussi, peut-être pas que entre nous, mais voilà, de prendre en compte, il y a une rue des enfants, dite des enfants, qui se fait à côté. Donc on essaye de participer aux réunions qui se font et d'entendre ce que les habitants autour ont, ce dont ils ont envie, enfin puis d'être participants aussi sur ces temps-là. Enfin voilà. Donc cette formation, elle nous a beaucoup, beaucoup inspiré pour faire tout ça. On aimerait bien qu'elle se renouvelle parce qu'on aimerait bien pouvoir et témoigner et revoir certaines choses parce que je pense que c'était tellement dense que ça va être difficile. Donc voilà, il y a un appel du pied aussi hein, dans mon intervention. Voilà. Je ne sais pas comment ça pourrait être financé parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est important que ce soit financé et que ce soit pas que avec des clopinettes tout le temps, parce qu'il y en a marre, voilà. Hein. Et voilà, c'est tout. Nous, on avait fait un projet à Marseille, alors pas sur de l'habitat participatif, mais en tout cas sur un projet innovant qui était porté par la métropole, sur une centaine de logements sociaux en bail réel solidaire.
Et la métropole avait demandé une démarche innovante pour accompagner le groupement. Donc, on avait accompagné avec le design. Et à l'époque, le bailleur disait bien connaître les habitants, donc pas avoir besoin de trop d'ateliers pour les faire participer. Et en fait, finalement, une fois qu'on était là et qu'on a dit, bah, quand même, nous, on aime bien, il y a eu 3 ateliers habitants et 10 pour les professionnels, mais c'est quand même 3 qui ont nourri des temps des professionnels. Et en fait, sur la réinvention, en tout cas, de comment se font les choses, déjà, la commercialisation de ce projet a été très économe parce qu'en fait, la métropole recevait des mails des habitants qui souhaitaient emménager. Donc, on n'est pas sur de l'habitat participatif comme tu le décris. Ceci étant, les habitants qui avaient participé, qui avaient compris ce qui se passait dans le projet, etc., se manifestaient leur intérêt pour eux rentrer dans ces logements. Et quand il y a eu la pose de la première pierre là en avril, donc 2 ans après notre venue et la conception sur place, en fait, voilà, les habitants étaient contents de voir que ça avançait, etc. Donc, c'est pas l'habitat participatif, mais ne serait-ce que d'avoir fait ces ateliers, ne serait-ce que d'avoir l'ouverture de se dire, si ça vous intéresse, dites-le nous, etc. Ça a permis aussi de faire un peu bouger les lignes, même si voilà, le volet économique du projet qui a changé, ce n'est que la commercialisation. Et après, le modèle, quand même, c'est une des plus grosses opérations de bail réel solidaire en France. Mais voilà, il y a peut-être des choses, en tout cas, pour financer cette formation, à aller chercher dans d'autres villes ou dans des réseaux qui cherchent à faire du logement innovant et avec les gens. Julie, tu veux parler d'Angers? Ouais, si vous voulez. Je peux vous parler. Là, je suis dans un lieu éphémère dans lequel j'ai mon bureau. Donc là, je suis dans ma remise. Mais je peux vous parler de ce lieu parce que c'est une jolie histoire. Je vais vous faire un. Hop là, je vais changer ma caméra. Je sais pas si vous allez me voir. En fait, ça, on est dans un tiers-lieu éphémère qui s'est construit. Le projet s'est construit dans le cadre de la rénovation urbaine d'un quartier prioritaire. En fait, on est dans l'ancienne CAF et l'ancienne crèche du quartier. Et du coup, on est une quinzaine de structures qui avons élu domicile ici pour, ça va faire 2 ans et demi. Donc là, je suis un peu en déménagement, en fait, faut que je parte. Faut qu'on parte tous parce que ça va être évidemment démoli. Mais en fait, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de temps court et de temps long. Et en fait, ici, en à peine 2 ans, mais la mayonnaise a pris très, très, très rapidement en quelques mois. En fait, on a réussi à créer quelque chose avec un programme assez dense, avec plusieurs niveaux de participation, des habitants vraiment qui habitent dans la rue en face, des gens d'Angers plus globalement qui viennent, des structures, le centre social qui est juste derrière là-bas. Et en fait, je crois que c'est l'aspect éphémère un peu du projet qui a fait qu'il y ait une vraie participation, parce que la participation, elle était obligée d'être maintenant tout de suite. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve inspirant, même si ça résume pas grand-chose, parce que les choses disparaissent après et on ne sait pas ce que ça va devenir, toute cette émulation et cette mixité qui a vécu ici, on ne sait pas si elle va perdurer. Mais voilà, c'est avec plaisir pour partager avec vous un peu ce qui s'est passé. Là, on essaye un peu de garder une trace et puis d'en tirer les leçons pour plus tard, avec voilà, des questions de gouvernance et puis de participation qui étaient très, très fortes. Et c'était un projet qui était porté par l'Établi, même pas un clin d'œil à Robert Linari, même pas, mais ça pourrait. Donc, il y a une association d'économie circulaire. Et voilà, moi je trouve que c'est une belle réussite. C'était justement pas tellement un repère de bobo. Il y en avait, mais pas que. Mais vraiment une belle histoire. Voilà. Merci, Julie. Hop. Génial. Le petit jardin quand même. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, alors, c'est enregistré, il y aura un replay et je mettrai le lien en commentaire de l'événement sur LinkedIn. Pour ceux qui veulent recevoir les slides, il y a un petit slide supplémentaire avec des liens pour avoir plus d'infos sur le Sanitas du futur, sur Pipo, sur SEM Paysage, sur le Planitas, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je peux transmettre les slides si vous m'envoyez votre mail. Et puis voilà. En conclusion, juste dire qu'avec Meryl, on contribue à la formation de nos futurs décideurs, donc dans des universités ou dans des écoles de paysage.
Donc voilà, c'est important aussi de les former à la source. Ça facilitera le dialogue plus tard. C'est clair, c'est clair. Bah, génial. Merci pour ce mot de la fin et bonne journée à tout le monde. Merci. Merci, Merci bonne Annabelle, journée. merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à vous.